Bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Sans langue de bois. Chers téléspectateurs de Média France TV, ce soir nous accueillons Zora Brahim, qui nous a fait l'honneur de se déplacer de Metz. Merci. Et qui est experte en sciences du langage, sur la transmission des connaissances et traitement de l'information auprès de la jeunesse et de l'éducation. J'espère que je ne me suis pas trompé sur votre titre. Voilà, donc effectivement, je suis spécialiste en sciences du langage. Je travaille sur la transmission des connaissances, l'accès au savoir et le traitement de l'information. J'interviens soit directement auprès des enfants, donc de 2 jusqu'aux plus jeunes adultes à 25 ans, ou dans le cadre de la formation continue auprès des professionnels de l'éducation, spécialisée, de la santé, donc tout ce qui est orthophoniste et tout ce qui a un lien avec les enfants et la jeunesse, et le langage. Et le langage, donc ce qui fait que c'est un public très large. C'est très large, le langage est partout et la formation continue, c'est tout au long de la vie où on apprend. C'est comme l'éducation populaire. C'est exactement ça. Alors ma première question, c'est concrètement qui transmet, qu'est-ce qu'on transmet et comment? Alors en effet, donc notre société transmet des inégalités et de la violence. Donc aussi bien au niveau des politiques dans leur discours qu'au niveau des médias, qu'au niveau de l'école. Donc on a effectivement aujourd'hui un grand échec scolaire qui est toujours présenté comme l'échec des enfants, sauf que sémantiquement, sauf que au vu du nombre d'enfants concernés, donc aussi bien les enfants des quartiers populaires que les enfants de classes favorisées, aussi bien en zone rurale que dans les établissements privés, c'est surtout l'échec de l'école en fait. C'est surtout l'échec de l'école. Est-ce que vous avez des chiffres? C'est quoi le pourcentage et combien d'enfants sont... Donc à minima, on a 10% des enfants qui arrivent en 6e en situation d'illettrisme. On a au minimum 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme. Et on a effectivement un fort taux d'illettrisme dans des populations qui ont été scolarisées. D'accord. Et tout votre rôle à vous consiste, quelque part, à maîtriser et à comprendre les mots qu'ils utilisent. Donc moi j'interviens pour que, parce qu'en fait c'est simple, parler, lire et écrire, le langage est sur ces 3 dimensions-là. Donc déjà en France on n'apprend pas à parler aux personnes. Donc dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es. Donc déjà il y a tout le pan qui concerne l'oralité, qui n'est pas transmis de manière, on va dire, performante. Et en plus de ça, dans l'écrit, donc on voit bien qu'il y a un rapport à l'écrit, et on a des enfants qui s'ennuient à l'école, on a des enfants qui ne peuvent pas être en situation de réussite, et on a des enfants aussi qui ne sont pas scolarisés, donc je pense notamment aux enfants handicapés, à l'autisme, où 80% de ces enfants-là ne sont pas scolarisés. Donc il y a un vrai problème de formation des enseignants et un problème de moyens. D'accord. À un moment, dans la discussion que nous avons eue ensemble, avant de préparer l'émission, vous m'avez dit le langage structure la pensée. Voilà, il faut savoir que le premier rapport de force, il est déjà dans les mots. Le langage structure effectivement la pensée, et déjà dans les mots, il y a un ordre social qui est imposé. Et dans le discours aussi, par le langage, on va instrumentaliser les personnes, effectivement le traitement de l'information et la manière de traiter les personnes. Donc le traitement de l'information, c'est ça aussi. Donc concrètement, lorsque dans les médias dominants, on entend parler de l'identité nationale, c'est une erreur. L'identité nationale ne peut pas se résumer à une baguette et à du saucisson. C'est bien plus large que ça. Et de plus, l'identité n'est pas un phénomène unique. L'identité, elle est plurielle et multiple. Et notre identité évolue à travers le temps, excepté les personnes de la consanguinité, avec tous les dégâts qu'on peut voir. Mais on n'est pas les mêmes personnes. On n'est pas la même personne à 10 ans, qu'à 20 ans, qu'à 30 ans, 40 ans et 50 ans. On évolue en fonction de nos parcours professionnels, de nos rencontres et du cheminement de notre vie. Donc l'identité n'est pas quelque chose de figé. D'ailleurs, la langue française elle-même n'est pas quelque chose de figé, la langue est vivante et la langue évolue à travers le temps. Lorsqu'on met en opposition les cultures, par exemple avec tout le discours discriminant pour les populations musulmanes ou de culture musulmane, c'est aussi une erreur. C'est-à-dire que la langue française, il y a plus de mots qui viennent de la langue arabe que des mots qui viennent du gaulois ou du celte. C'est quoi le pourcentage ? Quand vous dites qu'il y a plus de mots qui viennent à la langue arabe. Si on regarde les linguistes français, forcément, il y a moins de mots, parce qu'on est sur une position ethnocentrisme. Hein, donc, il faut sortir aussi de ça si on est dans une intellectuelle. Mais, par exemple, les mots bain, campagne, chemin, audition, auditoire, sucre, orange, ce sont des mots qui viennent de la langue arabe, qui est venu nourrir. Ce qui montre bien qu'il faut arrêter de positionner les cultures en opposition, parce que les cultures s'enrichissent les unes des autres. Donc, pas de choc de civilisation. Absolument
pas. En fait, il y a eu 3 grands types de civilisations. La première grande civilisation, c'est une société de l'oralité, parce que c'est par la parole justement qu'on transmettait tous les savoirs d'une culture, d'un peuple. Et au départ, les histoires n'étaient pas pour les petites oreilles, mais pour les grandes personnes. Ensuite, on a basculé dans un deuxième grand type de société ou de civilisation à partir de la naissance de l'écriture. Donc l'écriture n'a pas été inventée par l'amour des lettres ou de la poésie, elle a été inventée pour des raisons commerciales, pour pouvoir comptabiliser le bétail, les marchandises, parce que la mémoire est en surcharge. Donc l'écriture, on a des dates différentes selon les experts, mais on peut situer de manière assez large, moins 3500 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Donc le fait de basculer dans une société de l'écrit, ça a modifié le cerveau. Le cerveau, c'est plasticité et malléabilité, et donc le cerveau s'est transformé grâce à la rentrée dans l'écriture et à modifier notre système de pensée. Aujourd'hui, on n'est pas dans un choc des cultures, on est dans une 3e révolution anthropologique avec justement les sociétés de la nouvelle technologie qui modifie aussi notre cerveau. Le cerveau, c'est physique, chimie, c'est plasticité et malléabilité. Donc les choses se transforment. Et donc effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans cette 3e révolution anthropologique. D'accord. Avant, vous avez parlé d'inégalité. Vous avez dit que l'école crée des inégalités. Je suis pas la seule à le dire. Donc Bourdieu a énormément travaillé avec Passeron déjà dans les années 80 sur la reproduction des inégalités. Et effectivement, il y a des inégalités scolaires qui sont liées à la classe sociale, à l'origine de la personne. Et effectivement, l'école de la République doit amener tous les enfants à la réussite. Et on se rend compte que effectivement il y a un boom des écoles privées, mais dans les écoles privées il y a aussi des problématiques d'apprentissage et d'autres problématiques qui ne sont pas celles des quartiers ou des centres-villes, mais la transmission, on a des enfants qui s'ennuient, on a des enfants qui sont rejetés, on a des enfants qui sont exclus, on a des enfants qui sont à la dérive, alors que à la naissance, le cerveau d'un bébé, il y a 100 milliards de neurones. Et chaque minute, il y a 500 000 neurones. Le cerveau est fait pour apprendre. Donc il faut lui donner de la nourriture et lui donner envie. L'être humain est fait pour apprendre. Donc la manière dont on transmet aux enfants, en fait, on sclérose, on leur donne pas l'envie et on ne transmet pas aussi de la bonne manière. D'accord. C'est-à-dire que dans l'école de la République, on nous a toujours dit qu'on était tous différents et tous égaux. Donc dans la réalité des choses, en fait, on est tous différents, mais on n'est pas tous égaux. Alors, effectivement, la diversité existe dans la nature, elle existe dans les êtres humains, mais elle existe aussi dans le cerveau. Et donc, c'est la notion de neurodiversité. Et donc, de là, on peut arriver sur des hauts potentiels intellectuels, des hauts potentiels émotionnels, des potentiels avec des troubles. Et effectivement, déjà, le cerveau, on a chacun une signature d'ADN, on a aussi chacun et chacune une signature cérébrale. Et donc, effectivement, cette prise en compte de la différence des intelligences n'est pas prise en compte dans l'école de la République. On est dans une société où tout a été plaqué sur l'intelligence logico-marchande. Sauf que ce n'est pas le seul type d'intelligence. En fait, il y a au minimum 8 types d'intelligence qui ont été trouvés par Howard Gardner, donc un universitaire américain. Donc il y a effectivement l'intelligence linguistico-verbale, donc tout ce qui est lié au langage, mais il y a aussi l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle, c'est-à-dire se connaître soi-même et puis la relation avec les autres. Il y a l'intelligence naturaliste par rapport à la nature, mais il y a aussi l'intelligence spatiale, l'intelligence musicale, émotionnelle, l'intelligence... Elles sont multiples. Donc moi, par rapport à ces travaux, je rajoute aussi l'intelligence de l'intuition, de l'instinct, l'intelligence d'adaptation, de résistance, parce qu'effectivement, la recherche est un secteur qui n'est pas fermé, et en plus de ça, même dans les chercheurs, on peut avoir des erreurs. Il n'y a pas de science exacte. Et on parle bien d'ailleurs de sciences exactes pour opposer aux sciences humaines, sauf qu'on n'explique pas à quel point les sciences exactes sont inhumaines. Hein. D'accord. Juste quand, dans l'école de la République, nous sommes tous différents, il y a des inégalités, c'est une réalité. Pour moi, sur le plan des inégalités, c'est aussi la relation de ces enfants-là avec leur culture d'origine. C'est-à-dire que ce soit la culture du langage, que ce soit sur les éléments de musique, que ce soit l'histoire de leur père, de leur grand-père. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ça, aujourd'hui, dans les cours d'histoire, c'est occulté. C'est-à-dire que l'enfant, on le prend comme si, en fait, son passé historique, sa filiation, voilà, on la met de côté. De manière très simple, c'est l'argent qui fait tourner le monde, d'accord ? Donc les manuels scolaires, c'est aussi un marché, c'est aussi un lobby. Et l'important n'est pas tant l'histoire, mais qui raconte l'histoire. Et l'histoire est toujours racontée par le chasseur. Et dans les manuels scolaires... Donc nous sommes chassés, alors ? Eh ben, il y a des chasseurs et il y a des victimes. C'est jamais le perdant qui raconte l'histoire. Et effectivement, dans les manuels scolaires, la manière dont ils racontaient l'histoire, c'est sous le prisme... l'ethnoprisme, je veux dire, de la France. Celui qui domine.
Effectivement, c'est des questions de domination. Et on voit bien que dans les manuels scolaires, il n'y a pas le même traitement qu'il peut avoir dans d'autres pays, par exemple. Notamment peut-être l'Angleterre ou la culture anglo-saxonne ou même l'Allemagne. Ou même dans des écoles où il y a beaucoup plus de réussite éducative, la Suède, la Finlande, effectivement. Et la prise en compte, on ne prend pas en compte les différentes classes sociales, on ne prend pas en compte les différents types d'intelligence, parce qu'on peut avoir un enfant qui a des grandes compétences au niveau cognitif, intellectuel, qui peut être aussi en situation de souffrance et d'échec scolaire. D'accord. Et concernant le flou des mots, c'est-à-dire le flou sémantique des mots, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un quartier populaire en France, on dit quartier en difficulté, quartier issu de l'immigration, quartier dit difficile, quartier en zone franche, quartier, etc., etc. Effectivement, en fait, le langage est un instrument de communication, mais aussi un instrument de pouvoir. Et il peut être aussi un instrument de domination. Dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, le langage est au cœur des enjeux politiques, parce que c'est par la langue qu'on peut dominer un peuple. Lorsqu'il y a eu justement la colonisation, l'esclavage, on va écraser l'identité d'un peuple, on va écraser sa culture, on va écraser sa langue. Et effectivement, lorsqu'on a dans les médias dominants un discours, par exemple sur le français de souche, donc c'est une grave erreur. La souche, déjà, quand on parle de souche, l'arbre est mort. Et comme on a pu le montrer, donc on a aussi bien des mots qui viennent de la langue arabe qui sont venus nourrir la langue française, des mots de la langue anglaise, des mots de l'espagnol. Et en fait, on se rend compte que la langue, c'est pas un calque de la réalité, c'est une saisie particulière du monde. Par exemple, en espagnol, on a deux mots différents pour le poisson, pesca et pescado, selon le fait qu'il est cru ou cuit. Donc on a des mots différents. En espagnol, on n'a qu'un mot. En français, on n'a qu'un mot pour le poisson, qu'il soit cru ou cuit. On a cette distinction sur cru ou cuit sur la viande dans la langue anglo-saxonne aussi. Le découpage des couleurs dans l'arc-en-ciel, il est différent aussi d'une langue à une autre. On a même dans une certaine langue, d'un peuple très reculé, où on a catégorisé la femme dans femme, feu et objet dangereux. Ce qui montre bien que par la langue, on véhicule aussi des clichés. Donc dans la langue française, par exemple, il a été fait le choix arbitraire que le masculin l'emporte sur le féminin, quel que soit le nombre de personnes féminines. Donc c'est pas quelque chose d'universel, c'est vraiment quelque chose qui est propre à la langue française et qui a été un choix. Dans d'autres langues, le féminin existe par lui-même, dans d'autres langues, le féminin peut être un neutre. Donc ce qui montre bien déjà la domination par la langue, c'est-à-dire que la parité, elle doit commencer par et dans le langage. D'accord. Concernant les relations post-coloniales, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si le colonialisme aujourd'hui est terminé, il n'y a plus de protectorat au Maroc, l'Algérie n'est plus un département ou une colonie française, mais il y a toujours cette relation post-coloniale par rapport aux populations issues de l'immigration, de culture ou de confession musulmane. Le flou sémantique qu'on peut retrouver là aussi, c'est-à-dire post-colonial, néocolonial, post-impérialisme ou la politique impérialisme, il s'avère que il y a toujours des rapports de force et des rapports de domination, que des grandes puissances économiques ont construit leur richesse sur des génocides, sur la mort d'autres personnes, sur l'exploitation, et qu'aujourd'hui on a encore des rapports économiques. Par exemple, Monsieur Bolloré en Afrique, c'est pas le seul. Quand on parle des inégalités, le traitement des médias, quand on sait l'esprit Charlie, c'est absolument fausser aussi l'opinion, c'est-à-dire que l'esprit de Charlie, ce serait la liberté d'expression. La liberté d'expression, ça ne veut pas dire que 9 milliardaires détiennent 90% des médias dominants. Parce que là, on est dans une uniformisation de la pensée et de l'information, ce qui est dangereux. Rien n'est unique. Et tout ce qui est lié à être unique, voilà, c'est par le langage qu'on va dominer. Donc, effectivement, la langue est un grand révélateur. On a toujours des rapports de domination d'un peuple et d'un autre, et il y a des différences entre les populations. Je travaille aussi bien en crèche qu'en maternelle, qu'en primaire, collège, lycée ou avec des BTS, et les enfants sont de tous les horizons. J'ai aussi bien des enfants de Polonais que de Roumains, que d'Yougoslavie, que d'Italie, et effectivement, le dernier arrivé est toujours la personne la plus discriminée. Donc par le passé, on a des exemples de panneaux dans des établissements où il était interdit de cracher par terre et de parler breton. Parce que c'est par la langue qu'on domine. D'accord. Mais c'est-à-dire que notre spécificité aujourd'hui, il y a quand même en France plus de 2 millions d'Algériens, il y a plus de 2 millions de personnes d'origine marocaine. Moi, je suis un franco-turc, on est à peu près 700 000. 10% de la population est quand même musulmane en France. Ça représente quand même entre 6-7 millions de personnes. Mais à un moment donné, cette réalité, sur le plan culturel, sur le plan du langage, sur le plan de leur histoire, elle est occultée. C'est-à-dire, on dit, voilà, vous existez, mais sans exister. Alors,
Le CSA, donc c'est l'organe qui est censé donc être le gendarme de la télévision et de contrôler. Donc le CSA, si je regarde la loi du 31 mars 2006, avait donc pour mission de contribuer aux actions en faveur de la cohésion sociale et de lutter contre les discriminations, de veiller à ce que la programmation des télés et des radios reflète la diversité de la société française, parce qu'effectivement la société française, il y a 1001 visages. La loi du 5 mars 2009 a renforcé le rôle du CSA, où là, le CSA devait rendre des comptes avec des rapports écrits et augmenter les propositions pour augmenter donc la diversité. La loi du 7 juillet 2010 est venue renforcer avec une charte. Donc ça veut dire qu'on a des enquêtes, des audits, des chartes. Donc tout ça pendant des années avec des budgets attribués. Sauf que concrètement, si je regarde le baromètre de la diversité en 2016 par exemple, il n'y a que 36% des femmes qui sont représentées dans la télé et les émissions radio, ce qui n'est pas normal. Donc je rappelle quand même que les femmes sont 52% de la population et qu'elles s'occupent des 48% de la population qui reste, soit en les élevant, soit en les épousant, ces hommes. Et donc ce qui montre une vraie discrimination. Et donc j'en profite aussi pour ajouter une autre parenthèse, c'est-à-dire que les femmes aujourd'hui sont moins de 30% par exemple dans mes secteurs professionnels, donc dans la recherche, dans les domaines d'expertise ou dans la création d'entreprises. Donc c'est une vraie inégalité. Donc le sexisme tue. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups d'un homme. D'ailleurs, le traitement de l'information et le langage, les médias vont parler de crime passionnel. Non, c'est un féminicide. Elle meurt parce qu'elle naît femme. De même que le racisme tue. Aujourd'hui, en France, nous avons des personnes noires et arabes qui meurent à cause de leur couleur de peau ou leur origine. Donc, une pensée pour la famille d'Wissam El Amni. Donc, ça fait 6 ans... qu'il est mort et que la famille combat pour avoir la vérité et puis la paix et la justice. Je pense à Amal Bentoussi avec le mouvement Urgent Notre Police Assassine et puis maintenant l'Observatoire des violences policières. Donc on est quand même sur des morts, des longues listes de morts et des familles qui sont dans cette douleur. Mais la pauvreté tue aussi. Donc aujourd'hui en France, nous avons tous été bercés au mythe du pays des droits de l'homme et de la démocratie, liberté, égalité, fraternité. Sauf qu'on n'est pas dans ça. Chaque hiver, il fait froid, c'est pas une surprise. Chaque hiver, on a des personnes qui meurent dans la rue. Maintenant, on a compris une femme qui est morte, un enfant en bas âge. Et donc, on ne peut pas être, en plus, le pays des droits de l'homme et en même temps être le 3e plus gros vendeur d'armes de guerre mondial. 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Alors moi, ce que j'ai vu en chiffre d'affaires pour 2015, c'était 16 milliards de dollars et pour l'année dernière, plus de 32 milliards. D'accord. Voilà. C'est possible. J'avais lu un article dans Libération. Mais si j'en reviens au CSA, donc si on prend par exemple les personnes qui sont perçues comme non blanches, c'est quand même malheureux en 2017 de devoir faire une distinction entre les personnes de couleur non blanche ou non blanche, mais on doit le faire vu le contexte et le climat social de racisme, parce que le racisme c'est pas une parole décomplexée, c'est-à-dire que quand on a un complexe, ça fait mal à la personne et ça lui fait mal à elle. C'est à elle, qui est dans une mauvaise posture. Alors que lorsqu'on a des paroles racistes, y compris dans les médias dominants, on lâche la bête du racisme, on lâche le monstre du racisme. Et si des personnes se permettent déjà de faire ça dans les médias dominants, forcément... C'est une eupénisation des esprits, mais totalement. Et quand on regarde donc les personnes perçues comme non blanches, au niveau de la télévision et de la radio, elles sont seulement 16%. Et dans ces 16%-là, elles sont présentées de manière positive qu'à 23%, de manière négative à 25%, et de manière totalement marginalisée, illicite et illégale, quand même à plus de 34%. Donc ça contribue à conditionner les gens, parce que la peur est utile pour le diviser et mieux régner et ne pas regarder les vrais problèmes de notre société. Quand on regarde aussi les personnes qui sont représentées à l'écran, 76% des personnes qu'on voit dans nos télés ou qu'on entend dans nos radios appartiennent à la catégorie socio-professionnelle supérieure. Et ça, dans la réalité, il y a seulement 27% des Français qui appartiennent à cette catégorie-là. Donc ça veut dire que toutes ces personnes-là sont totalement déconnectées de la réalité de l'ensemble des Français. Et ça contribue effectivement à montrer aux gens des images faussées. C'est-à-dire que déjà dans un mot, on raconte une histoire, on met en scène une histoire. Quand on regarde les personnes de moins de 20 ans, qui sont quand même 25% de la population, donc à la télé ou à la radio, elles sont représentées uniquement à 9%. Les personnes de plus de 65 ans, qui elles sont 19% de la population, sont seulement représentées à hauteur de 4%. Lorsqu'on parle des personnes handicapées, au niveau télévisuel et radio, elles sont représentées uniquement à 0,8%. Donc ce qui nous montre bien qu'il y a une uniformité, qu'en fait on est toujours dans un système de dominants et de dominés, et avec des dominants qui cultivent l'entre-soi, et ce qui contribue à nourrir des mauvaises pensées en fait. Mauvaises pensées. Juste pour vous reprendre par rapport à vos propos, à un moment vous avez parlé de personnes assassinées en raison de leur couleur de peau, c'est-à-dire des actes racistes criminels. Et vous m'aviez, lorsqu'on préparait l'émission, vous m'aviez dit un chiffre important, c'est-à-dire de 1995
sur les 20 dernières années, il y avait eu plus de Ma 900. sœur est arrivée deuxième meilleure chercheuse au concours du CNRS, donc le Centre national de la recherche scientifique, et donc effectivement elle a fait une thèse sur les crimes racistes commis sur les personnes d'origine algérienne en France de 1975 à 2005, et elle a recensé plus de 730 crimes. Donc ça fait 1975 à 2005, on est sur 30 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Sur 30 ans, c'est-à-dire sur les 30 dernières années. En sachant voilà, qu'elle a travaillé sur les archives, qu'elle a travaillé avec des associations, avec la presse, qu'elle a dû faire aussi des recherches dans des commissariats de police, et que elle, son cadre, c'était les personnes d'origine algérienne. Maintenant, on peut étendre cette recherche à toutes les personnes d'origine étrangère. Quand on regarde l'affaire d'Adama Traoré, quand on regarde Mourad, par exemple, je pense à Samia Cheraft qui habite à Marseille, donc son fils est mort à l'âge de 16 ans. Donc normalement, on a une protection de l'enfance aussi. Donc ce qui nous montre bien Amal Bentoussi, avec son mouvement, et Wissam et Farid El Amni, donc ils ont trouvé une quinzaine de morts par an. D'accord. Et je veux dire, toutes ces inégalités, tout ce que vous venez de dire par rapport à la science du langage, par rapport à la culture qui domine, par rapport à ce fléau, à ce vrai problème de fond qui nous touche tous de près ou de loin. Concrètement, pour contrer tout ça, c'est-à-dire que quelle stratégie ou de quelle manière nous devons agir pour sensibiliser les personnes, dire voilà, écoutez, la trajectoire qui est à prendre sur la science de l'éducation n'est pas de cette manière-là, mais plutôt de cette manière-là, c'est là où on aura plus de réussite éducative. Donc il faut savoir que toute construction sociale est politique. Et donc effectivement, le rôle des politiques, c'est de mettre en place un bain favorable pour les conditions des personnes. Aujourd'hui, le système politique, donc un système économique, a fait le choix du capitalisme. Donc capitalisme au niveau étymologique, ça vient de capital cheptel, donc c'est le troupeau. Donc c'est celui qui dirige le troupeau. Et donc effectivement, on se retrouve dans une dégradation des conditions de vie, mais pas uniquement des personnes perçues comme non blanches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est national, contrairement à l'identité d'une personne blanche d'un certain âge, homme, dominant, suprématie, etc., ce qui est national, c'est la souffrance, c'est le mal-être, c'est la peur. On retrouve des suicides dans la corporation de la police, on retrouve des suicides chez les soignants, on retrouve des suicides chez les agriculteurs, on retrouve des suicides chez les chefs d'entreprise. Une période à France Télécom, à la Poste. Dans les entreprises privées. Quand on regarde la jeunesse, la deuxième cause de mortalité en France, c'est le suicide pour les jeunes. Donc ce qui montre bien que ce qui est national, c'est le mal-être et c'est effectivement la souffrance. Et que tant que le système économique, donc les politiques, ne sont pas dans le respect en fait et dans la dignité de leurs fonctions, c'est le peuple qui paye. On voit bien avec la loi travail, donc il y a eu quand même 6 usages du 49.3. Donc pour la démocratie, donc démocratie, je rappelle au niveau étymologique, démos c'est le peuple, cratie vient de kratos, pouvoir, donc le pouvoir au peuple. Ces 6 passages en force pour la loi travail, la loi Macron, malgré les contestations sociales, en fait, ont bien montré que le gouvernement ne prenait pas en compte la vie des gens. D'ailleurs, pour voir les éléments de langage tout à l'heure, effectivement, pour les quartiers populaires, il va y avoir une différentes appellations, quartiers en difficulté, zones difficiles, et ça nous montre bien, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, Camus. Et effectivement, on est dans ça. Et Camus disait aussi, toute forme de mépris, lorsqu'elle intervient en politique, elle prépare ou elle instaure le fascisme. On est dans ça aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai mépris de la population, il y a un vrai mépris des citoyens, il y a un vrai mépris des malades, il y a un vrai mépris des pauvres, et aujourd'hui, tout le monde a ses conditions de vie dégradées. Tout le monde, sauf l'élite. C'est-à-dire, on nous a parlé de crise. Donc une crise, je le rappelle, c'est temporaire. Une crise d'adolescence, une crise de foi, une crise de nerfs, une crise amoureuse, une crise de la quarantaine. Aujourd'hui, on n'est plus dans une crise. C'est un système. Un système, c'est-à-dire que pendant que tout le monde a sa qualité de vie dégradée, les conditions de travail, les accès à l'emploi, au logement, etc. D'ailleurs, les discriminations, elles sont multiples. Sauf que les plus grandes fortunes de France, eux, l'année dernière, ont vu leur fortune faire un bond de 20%. Donc, ça veut dire qu'on a des riches de plus en plus riches, de plus en plus de pauvres. On en est à 9 millions, mais les chiffres sont jamais vraiment exacts. De plus en plus de pauvres. Et des écarts immenses entre les plus riches et les plus pauvres. Voilà. En tout cas, vous avez un débit de parole important et c'est très bien expliqué. Je veux dire, machallah, c'est très bien expliqué, c'est construit. Je veux dire, il y a de la cohérence dans vos propos. Alors nous arrivons à la fin de notre émission. Eh ben pour finir, je vais quand même parler du mot islam. Le mot islam veut dire le mot paix, et par rapport à tout ce qui se passe dans notre société, donc je vais vous raconter une histoire. Donc c'est un grand-père amérindien qui explique à son petit-fils qu'à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous, il y a 2 loups. Un loup de l'ombre, donc de la malveillance, du racisme, du sexisme, de la violence, et un loup de la générosité, de l'humanisme, de la solidarité, de la bienveillance.
Et ces deux loups-là mènent un combat terrible. Et le petit-fils lui dit, mais grand-père, lequel de ces deux loups gagne? Et le grand-père lui répond, c'est le loup qu'on nourrit. Et effectivement, notre société, les choix économiques, nos gouvernements, les médias, tout est fait pour nourrir les mauvais loups de chacun. Et en fait, lorsqu'on regarde, parce qu'on prend jamais en compte les risques psychosociaux, et aujourd'hui on est dans ça, c'est-à-dire qu'il y a 7 blessures de l'âme. Une personne a une âme, un enfant a une âme, un peuple a une âme. Et effectivement, qu'on prend aussi bien une victime de pédophilie enfant, ou une victime de viol adulte, ou des personnes qui ont été victimes par exemple des attentats, ou des personnes qui sont victimes de traumatisme. La pauvreté est un traumatisme, hein. Le chômage est un traumatisme, la maladie est un traumatisme, le fait d'être en situation de handicap et de ne pas être soutenu, encouragé est un traumatisme. Donc les blessures de l'âme sont au nombre de 7. Donc le rejet, l'abandon, la trahison, la non-reconnaissance, la maltraitance, l'injustice, l'humiliation. Ces 7 blessures de l'âme, en fait, elles sont distribuées du haut. Et à partir du moment qu'il y a ces blessures de l'âme, on crée des bourreaux et on crée des victimes. Et donc, tant qu'on n'intervient pas sur les risques psychosociaux, tant qu'on n'intervient pas pour contrer le conditionnement, la situation va continuer notre société va continuer de dériver. Et pour contrer ça, parce que tout est fait pour nourrir le cerveau gauche. Donc, pour faire simple, le cerveau gauche, c'est tout ce qui est conditionnement. Je rentre dans ma voiture, je mets ma ceinture, je mets le contact. Et 90% des choses qu'on fait sont faites de manière inconsciente, parce qu'on a automatisé les choses. Seulement 10% des choses que l'on fait sont faites de manière consciente. Le cerveau droit, c'est l'art, c'est la culture, c'est la création, la musique, la nature. Et effectivement, tout est fait pour conditionner le cerveau gauche parce que les gens ont peur, ils se replient sur eux-mêmes. Et pourquoi on restreint les budgets des travailleurs sociaux, des artistes, de la culture, etc. Parce que le cerveau droit, les gens qui créent de la pensée, c'est dangereux parce que ces gens-là coopèrent. En faisant peur dans le discours des médias, attentats, chômage, pauvreté, on appuie sur l'amygdale cérébrale. L'amygdale cérébrale, pour faire simple, c'est le QG des émotions. Et en faisant peur aux gens, les gens se replient sur eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, effectivement, ce qui est essentiel, c'est de réhumaniser une société qui a été déshumanisée. Et comment on réhumanise une société? On la réhumanise par les arts, par la culture. Au cœur d'une société, c'est la jeunesse. Donc c'est la jeunesse qui est source et ressource de l'humanité. Donc on doit redonner sa vraie place à la jeunesse avec un vrai accompagnement. Et effectivement, en donnant les moyens d'éduquer la population pour contrer la guerre de désinformation, la guerre médiatique et tout ce qu'il y a dans nos médias dominants qui contribuent à abrutir les masses. Vous avez parlé de médias sur vos derniers mots. Ce plateau de Média France TV vous est destiné. C'est un média alternatif. Il est là. Vous pouvez y venir quand vous souhaitez, transmettre les messages, vos constats, vos analyses sociologiques, les réalités, vos combats au quotidien que vous menez. En tout cas, vous pouvez venir quand vous voulez dans mon émission que j'anime, dans l'émission Sans langue de bois. Vous êtes la bienvenue. Alors, j'aimerais juste vous poser une dernière question. C'est sur un avis tranché. C'est un peu le message de la fin, sur un avis tranché. D'accord. Et après, nous terminons notre émission. Je vous écoute. Sur ce que vous souhaitez, peu importe, sur n'importe quelle thématique, un avis tranché. Un avis tranché. Donc là, justement, on démarre une nouvelle année. Donc effectivement, je souhaite au peuple français et pas aux politiques ou aux dirigeants d'ouvrir leur cœur, d'ouvrir leur esprit et de commencer. Voilà, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Pourquoi aujourd'hui, on n'est plus dans une société où on peut dire dans quel monde voilà nos jeunes ou nos enfants vont vivre. C'est déjà dans quel monde ils vivent aujourd'hui. Effectivement, que normalement, lorsqu'il y a une situation de catastrophe, il faut pour toute la violence qui concerne notre société française, il y a l'épidémiologie, c'est-à-dire l'étude d'une maladie et la traumatologie. Donc voilà, quand on a une situation d'accident, donc aujourd'hui c'est une situation d'accident, que ce soit le suicide ou le taux de chômage qu'on a aujourd'hui, que ce soit le crime raciste ou le féminicide, donc le crime pour une femme parce qu'elle est née femme. Et donc dans cette situation d'urgence, quand il y a une situation de choc, on doit l'étudier et on doit justement mettre en place des solutions, d'autres scénarios pour éviter que ces catastrophes-là arrivent. Aujourd'hui, tout le monde, c'est-à-dire qu'on est tous concernés par les risques sanitaires, on est tous concernés par toute l'alimentation et l'agro-industriel, ce business-là. C'est-à-dire tout le monde, on est concerné. On est tous concernés parce que le risque psychosocial, on est tous concernés par le risque routier. Et qu'effectivement, tant qu'on n'aura pas des politiques dignes de son nom et qui interviendront, eh bien effectivement, les dégâts seront toujours au niveau du peuple. Donc voilà. D'accord. En tout cas, merci pour ces belles paroles. Nous arrivons, chers téléspectateurs, à la fin de notre émission. Donc, je vous dis à mercredi prochain avec un nouvel invité. Et n'oubliez pas de dire à ceux qui vous sont chers, à ceux qui vous sont proches, que vous les aimez. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.